Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonne année à vous et bienvenue à Vue d'ici, première édition de 2026. Cette semaine, on abordera la question de l'insécurité alimentaire alors que les demandes d'aide ont bondi de 38 % depuis 2022 dans la région. Et en seconde partie d'émission, il sera question d'histoire locale avec une représentante de la Société d'histoire et de patrimoine de Terrebonne. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Dans la Lanaudière, comme ailleurs au Québec, l'insécurité alimentaire est un problème social croissant. Et dans ce contexte, je reçois Johan Duroy, président de Moisson Lanaudière, principale banque alimentaire de la région. Bonsoir, M. Duroy. Bienvenue à Vue d'ici. C'est même la seule banque alimentaire pour la région. Vous voyez? Ouais. Donc, la seule banque alimentaire de la région. Il y a plusieurs organismes qui donnent, mais comme banque alimentaire, vous êtes la seule. Exactement. Donc, merci de votre visite. Ça fait plaisir. Je connais un peu la mission de Moisson Lanaudière en ayant parlé par le passé dans une vie précédente. Mais pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le rôle de Moisson Lanaudière et le vôtre comme président? Bien, la mission de Moisson Lanaudière, c'est récolter les denrées et les redistribuer sur l'ensemble du territoire à travers les 6 MRC. C'est principalement ça, denrées alimentaires, mais aussi des denrées non alimentaires. On parle de serviettes hygiéniques, de couches pour bébés, de produits sanitaires pour les familles aussi. Donc c'est des denrées principalement, mais aussi d'autres produits. Moi, je suis président du conseil d'administration de Moisson Lanaudière, un bénévole autour de la table avec d'autres partenaires autour de la table. Donc notre rôle, c'est de donner la direction de Moisson à plus de 30 ans d'existence. On se tourne vers les 30 prochaines années parce que c'est malheureux, mais vous l'avez dit, hein, nous, notre courbe de croissance, elle est comme ça. Ça nous amène à parler de ça, justement. Là, il y a un bilan fin, un organisme qui fait ces évaluations là, des besoins. Puis on parle de 38 % d'augmentation depuis 2022. Puis juste dans la dernière année, c'est presque 9 % c'est beaucoup. Oui, c'est plus 50 000 personnes qui sont aidées chaque mois à travers les organismes sur l'ensemble du territoire. C'est malheureux. Et puis ça s'explique de manière assez simple. Hein. On a vu le logement, ça coûte plus cher, se nourrir, ça coûte plus cher. Donc les banques alimentaires, elles sont là pour pallier aussi à ces problématiques-là, pour offrir à la population et aux Lanaudois des ressources à travers toutes les denrées qu'on va pouvoir récupérer puis redistribuer de manière équitable sur l'ensemble du territoire à travers les 75 organismes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc 75 organismes dans toute la région. Là. Donc comment vous évaluez leurs besoins à ces différents organismes? Bien, c'est eux qui les évaluent en fonction des demandes qu'ils reçoivent et puis on ajuste en fonction. Puis on distribue ce que l'on récolte. Donc des fois, on a un peu plus de pommes de terre que de besoin. Mais les moissons, justement, travaillent bien ensemble sur l'ensemble du Québec. Donc on fait des trocs entre moissons, entre les différentes moissons. Quand on a plus de produits et qu'on a besoin de produits qu'on n'a pas sur notre territoire, on va pouvoir faire des trocs pour pouvoir répondre justement à ces besoins-là qui peuvent répondre à d'autres besoins qui sont non comblés ailleurs. Et puis vous, de cette manière-là, vous pouvez en combler de votre côté. Là. Exactement. Puis comme ça, tout le monde, tous les Lanaudois, tous les foyers Lanaudois vont avoir tous les produits dont ils ont besoin. Donc c'est un système qui est en place et qui fonctionne très bien. D'où viennent les denrées? C'est des récoltes. Il y a des campagnes au niveau provincial de récolte de produits et d'ingrédients qui sont redistribués à travers les régions en fonction justement du pourcentage de besoins qui est évalué chaque année. Et puis, il y a les dons d'entreprises, il y a les dons privés, et puis que ce soit en produits ou en argent. Et puis avec ça, soit on va acheter des produits, soit on va bénéficier de produits, notamment avec les producteurs agricoles. Ils vont nous donner des palettes de produits quand c'est le temps qu'il y a un surplus. On le récupère puis on va pouvoir le redistribuer à travers les différents organismes. Donc ça vient des cultivateurs? Oui, producteurs transformateurs. Des marchés d'alimentation? Marchés d'alimentation. À travers les détaillants, on va faire des tournées puis récupérer les produits qu'ils peuvent nous donner.
Et puis après, on les redistribue. Les différents organismes viennent s'apprivoiser chez Moisson Lanaudière pour pouvoir récupérer des palettes qui vont être redistribuées dans... Donc, ça veut dire que ces 75 associations-là mènent leurs propres activités de récolte, j'imagine, de leur côté, là, comme le relais ici à Mascouche ou à Galilée. Puis vous venez combler une grande partie de leurs besoins, j'imagine? C'est les principaux besoins. Une banque alimentaire, elle récolte et elle redistribue. C'est vraiment la mission. Oui, ces organismes-là, c'est faire des paniers qui est distribué. C'est le maillon entre l'individu qui a un besoin puis les organismes qui se mettent en place pour récupérer les produits pour les distribuer. Donc chacun a un rôle à jouer. Le rôle de Moisson Lanaudière, c'est récolter et redistribuer à travers les organismes. Et les organismes, c'est donner aux gens qui en ont besoin. Est-ce que c'est plus difficile, c'est la situation économique des gens est plus difficile? Est-ce que c'est le même, est-ce que ça vous nuit par rapport aux entreprises qui peuvent vous remettre? Je disais qu'il y a moins de gaspillage là, dans certains domaines, là, ce qui fait que vous avez accès à moins de denrées ou de... On fait la chasse au gaspillage, puis les entreprises aussi, hein, c'est dur pour tout le monde. Donc c'est sûr que des produits qu'on récupérait avant, on ne les récupère pas parce qu'on va les remettre le plus possible dans l'économie circulaire ou dans le circuit pour éviter au minimum le gaspillage. Donc on doit récupérer davantage d'argent pour acheter des produits qu'on ne récupère plus. Donc il faut trouver des systèmes. Il faut savoir $1, c'est 3 repas. Donc chaque quand même dollar assez exceptionnel, hein, le rendement de ce dollar-là. Il est important. Donc, et puis, on récupère à peu près chaque année 2 millions de kilos de denrées. On en redistribue quasiment la totalité. On a une perte de 4%. Puis quand on parle de 4%, c'est aussi bien le compost que les déchets. Donc c'est très minime. Nous aussi, on fait la chasse au gaspillage le plus possible parce que chaque denrée est importante pour nous. Puis on veut que ce soit à la bonne place. Et donc on essaie de limiter au maximum le gaspillage alimentaire aussi. On va peut-être pouvoir présenter, je pense qu'en arrière, à la régie, là, il y a quelques images d'employés qui sont au travail. Ouais. On voit, vous avez, donc, vous, ça repose sur des... Excusez, c'est là. Ouais. Il y a comme 2 télévisions. Là, ces gens-là sont importants. Oui, je vais vous laisser évoquer parce qu'on en est parlé après entrevue. Là, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des contractuels, des salariés qui travaillent chez Moisson Lanaudière, puis il y a tous les bénévoles aussi qui viennent augmenter la masse de ressources pour pouvoir faire nos opérations, que ça soit trier les produits dans nos entrepôts, que ça soit lors de la guignolée des médias, être sur le terrain avec nos équipes pour aller récupérer les dons et les denrées. Donc, c'est des visages. Je disais dans la préparation, c'est que c'est 7500 heures de bénévolat qui sont offertes. C'est l'équivalent de 4 postes à temps plein. Exactement. C'est majeur. Est-ce qu'il y a un âge type? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un âge moyen? Est-ce que c'est un âge plus âgé? Non, en fait, on a des jeunes, on a des moins jeunes, des étudiants aussi qui participent. Donc, on va vraiment toucher. Et puis, à travers les entreprises, ils donnent de leur temps. Ils vont libérer du temps à leurs salariés pour pouvoir investir dans la communauté à travers Moisson Lanaudière aussi, notamment à travers la guignolée des médias qui est tout le mois de décembre. Cette année, on a augmenté notre récolte de $6 000. On est presque 46 593 $ qu'on a récolté le jour de la guignolée des médias, mais c'est tout le mois de décembre. Et puis on a franchi la barre des $200 000. Puis quand je dis $1, c'est 3 repas, vous imaginez le nombre de repas qu'on va pouvoir faire rapidement et rapide. D'ailleurs, les bénévoles, ce que je disais dans les documents, il y en a qui sont réguliers. Donc, presque 60 des gens, c'est des réguliers, sont là. Ils viennent, c'est leur Vous avez aussi routine. des gens qui font des travaux compensatoires, là, des gens qui doivent payer leurs dettes à la société. Exactement. Et ils le font chez vous, c'est ça? C'est une belle corvée. Je comprends. Puis je voulais juste insister. Oui, c'est ça. Les visages, c'est Gaëtan, c'est Annie, c'est Lucie. C'est des gens qui prennent à cœur le travail qu'ils font chez Moisson Lanaudière parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, ils font la différence, parce qu'ils permettent à des gens de bien se nourrir et puis de pouvoir mieux vivre. On a des accidents. Les accidents de parcours, c'est pour tout le monde. On ne sait jamais quand ça arrive. Puis quand on a une béquille, comme que permet Moisson Lanaudière, ça peut aider et faire la différence. C'est ça, vous êtes un milieu accueillant, inclusif et valorisant. Oui, c'est important pour nous. C'est un beau slogan. Hein, c'est des valeurs, qui sont importantes et chères chez Moisson Lanaudière. Et est-ce que tous les moissons, c'est quelque chose qu'on a nécessairement discuté préalablement, mais est-ce que tous les moissons, vous
Vous avez une association provinciale qui vous regroupe? Il y a Banque alimentaire Québec et Banque alimentaire Canada. Et puis, il y a des comités, parce que la politique de l'insécurité alimentaire, elle touche l'ensemble du territoire de la province du Québec et du Canada. Donc, il y a des campagnes qui sont menées de manière provinciale qui vont pouvoir être déroulées de manière régionale aussi. Donc, on travaille, et comme je vous disais, on fait des échanges de produits en fonction des besoins. Donc, nos missions, elles sont communes. C'est mieux vivre. Donc, vous avez des interrelations. Est-ce que vous avez des outils que vous partagez, des conseils, des choses comme ça, j'imagine? Oui, puis on se téléphone aussi. Moi, son Rive-Sud, j'ai été visiter leurs nouveaux locaux. Comme je vous dis, on est un organisme qui est vieillissant dans nos infrastructures. On arrivait à saturation. On a des containers à l'extérieur. On a augmenté. Puis notre courbe de croissance augmente et nos outils sont restreints. Donc, vous disiez d'ailleurs que le local que vous avez en ce moment à Joliette, qui est central, c'est une ville centrale parce que vous desservez de la Manoine à la Repentigny et Mascouche et tout ça. CMRC, puis la communauté autochtone, oui. Donc, vous êtes en réflexion en ce moment, là, active sur une relocalisation. C'est essentiel. C'est moderniser nos infrastructures. Notre outil de travail, c'est un outil de travail. Il faut qu'il soit performant pour pouvoir répondre à la demande qui ne cesse d'augmenter. Donc, si on veut répondre à cette croissance, qui n'est pas la plus belle des croissances, on s'entend, il faut qu'on puisse avoir l'outil qui va pouvoir répondre et puis redistribuer de manière efficace tous les produits et toutes les denrées que l'on récupère. Donc oui, on a fait l'acquisition d'un terrain, puis il va y avoir une campagne de financement pour pouvoir construire le Moisson Lanaudière pour les 30-40 prochaines années. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On parle denrées rares. Avoir un terrain sur l'ensemble dans la Naudière qui réponde à nos spécificités géographiques, c'était compliqué. Il a fallu trouver. On a fini par le trouver. Maintenant, il va falloir mettre une bâtisse sur ce terrain-là qui soit efficace et qui va pouvoir... C'est une campagne de combien? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'ampleur que ça va être? C'est 12 à 15 millions. C'est phénoménal quand même. C'est important. Mais on va travailler avec la communauté d'affaires sur l'ensemble du territoire lanaudois, à travers les 6 MRC, travailler avec les chambres de commerce, travailler avec le milieu économique, avec la population aussi. On est transparent. C'est que les chiffres parlent pour nous. Oui, je comprends. Donc, les besoins sont phénoménaux. Vous contribuez à les remplir. Donc, l'autofinancement est quelque chose de très important là, de votre part là, pour vous permettre... Les dons sont importants. Chaque don est important. Il n'y a pas de petits dons. Pour nous, chaque don est important. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de Moisson Lanaudière si vous voulez contribuer, nous aider, faire la différence. C'est une façon de redonner au suivant, tout simplement, et puis de faire la différence. Puis prochainement, il y a des initiatives d'un bénévole, d'un monsieur qui a dit « je vais vous aider ». On va faire un spectacle en conclusion. Parlez un petit peu de ça. Spectacle des 2 frères, et puis les sous qui vont être amassés vont pouvoir être versés à Moisson Lanaudière pour justement être investis dans notre mission. Comme un souper spaghetti, initiative qui a été faite aussi. Donc, si vous voulez voir un spectacle et puis faire la différence, vous allez avoir un bon spectacle de qualité. Puis les $, vous savez que ça va contribuer à la bonne cause. Ça va nourrir des gens, puis ça leur permet de mieux vivre. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre visite puis de nous avoir intéressés à ce sujet qui est crucial dans notre milieu. Hein. Il y a un sentiment d'urgence, on le sent en janvier, février. C'est aussi après le temps des fêtes, les factures, la réalité économique est difficile. Là. On a besoin de vous. Je vous dis, c'est important. On a besoin de vous pour pouvoir justement faire la différence. Ce n'est pas nous qui faisons la différence, c'est vous qui faites la différence à travers votre implication. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre visite. Alors, je vous invite à rester parmi nous. Dans quelques instants, nous allons rencontrer donc quelqu'un de la Société d'histoire et de patrimoine de Terrebonne pour parler de leur programmation. Merci. Ce soir, on s'inspire d'Otto von Bismarck, un célèbre politicien allemand qui a dit un jour « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va ». Pour savoir d'où on vient, j'ai le plaisir d'accueillir Cassandra Smith, directrice générale de la Société de patrimoine et de l'histoire de Terrebonne, un organisme qui, depuis 5 décennies, 50 ans, joue un rôle clé dans la mise en valeur de notre histoire locale. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir, Gilles. Bienvenue à Vue d'ici. Merci beaucoup. La Société d'histoire.
Oui. Ça me fait chaud au cœur, hein, parce que j'étais un ancien de la revue. Le fondateur était le fondateur du journal La Revue. Donc, Oui. Je connaissais un peu cet organisme que j'ai soutenu pendant de nombreuses années comme partenaire. Mais c'est quoi la Société d'histoire? En fait, c'est un OBNL. Donc, on est là depuis 50 ans, comme vous le disiez. On est dans le Vieux-Terrebonne, à la maison Eugène Labelle, là, depuis 2013, en fait. Donc, on est bien Sur la rue implanté. Saint-André. Tout à fait, exactement. Donc, on est bien implanté dans notre communauté. Puis, notre mission à nous, c'est de favoriser, dans le fond, la conservation, la promotion du patrimoine et de l'histoire du territoire de la ville de Terrebonne auprès de la population en général. OK. Et ça se popularise de quelle façon? En fait, comment on fait ça? Exactement. Donc, ça se manifeste de différentes façons, c'est-à-dire qu'on a plusieurs volets à nos activités. Donc, d'abord, évidemment, il y a des activités pour nos membres, pour le grand public. Vous êtes combien de membres, d'ailleurs? On est à près de 200 membres. Quand même. OK. Donc, voilà. Puis, il y a des activités qui s'adressent autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Ça dépend vraiment des intérêts de tout un chacun. Puis, on a aussi un volet de recherche, donc faire de la recherche sur l'histoire et le patrimoine de Terrebonne. Donc, ça inclut les différents secteurs. On ne s'intéresse pas seulement au vieux Terrebonne ou au cœur de Terrebonne. Puis avec la fusion des trois villes, donc vous avez probablement des archives de Lachenay. En fait, Lachenay, on n'a pas énormément d'archives. Je voudrais que la majorité de nos archives concernent Terrebonne, le vieux Terrebonne, quoiqu'on en a quelques-unes. Mais plus ça va, plus on s'intéresse aussi à d'autres secteurs, notamment avec un mandat qu'on a avec la ville de Terrebonne pour mettre en valeur là, le patrimoine et l'histoire de Lachenay. Okay. Donc, pour nous, c'est un peu un nouveau terrain de jeu là, qu'on explore avec ce mandat-là. Donc, puis pour le 50e, vous avez votre programme a été dévoilé tout récemment, là, donc il y a quand même des conférences très intéressantes. Oui, bien en fait, on a terminé notre 50e là, en décembre de l'année dernière. Et puis, on a fait une programmation spéciale pour le 50e anniversaire avec un grand week-end festif. Tandis que pour l'année 2026, on a, oui, dévoilé la nouvelle programmation, mais on a un grand événement aussi qui est le 60e congrès de la Fédération Histoire Québec. Donc, PHT a été choisi pour être l'hôte et l'organisateur de ce congrès-là. Donc, pendant 3 jours, on va réserver des... Ça a lieu quand? Ça a lieu le 29, 30 et 31 mai prochain. Donc, tout va se passer dans le Vieux-Terrebonne, essentiellement au Collège Saint-Sacrement, puis dans le quartier. Donc, à cette occasion-là, on va avoir un programme assez important. Donc, beaucoup de conférences au menu, évidemment, pour les passionnés d'histoire. Donc, autant les membres de la Fédération Histoire Québec, donc les sociétés qui en sont membres comme nous, que pour le grand public et nos propres membres à nous chez Patrimoine et Histoire Terrebonne. C'est un grand happening là, qui va avoir lieu en fait, c'est le grand rendez-vous en histoire annuel au Québec parce que la Fédération, là, c'est près de 300 sociétés qu'elle regroupe. Donc, c'est vraiment le gros événement là, pour nous, les sociétés d'histoire, patrimoine, généalogie. Donc, c'est le rendez-vous à pas manquer. Pour les membres, donc, je remarquais que dans les conférences, vous allez avoir Émile Grenier-Robillard, qui est un enseignant en histoire qui va être là. Pouvez-vous me parler un petit peu des conférences qu'il va présenter? Oui, donc cette année, étant donné qu'on va avoir le congrès, qui va avoir une journée entière là, qui va être dédiée aux conférences, on a restreint un petit peu le nombre de conférences de notre cycle habituel pour se garder de l'énergie et des belles conférences pour cette programmation-là. Donc, avec Émile Grenier-Robillard, on va avoir la chance d'aborder le sujet des invasions américaines. Donc, autour de la guerre de conquête. Puis, en même temps, ça va être une belle occasion pour faire des liens entre l'actualité et, malheureusement... oui. Exactement. Donc, avec les prétentions d'un certain président occupant la Maison-Blanche. Donc, voilà, il aura l'occasion de faire ces liens-là. Puis, on va avoir la chance aussi de recevoir Mme Sylvie Coutu pour une conférence sur les arts dans le métro. Donc, je pense qu'on a des images, quelques images. Là, je ne sais pas si on peut, en régie, les dévoiler, mais je pense qu'il y avait des photos Oui, en fait, ça, c'est l'exposition là, de Germain Bergeron, sur Germain Bergeron, en fait. Donc, ce sont des sculptures qu'il a fait. Et il y a un Pour placer les gens, Germain Bergeron, donc, c'est un sculpteur. Oui, un sculpteur, en qui fait. Est le renommé, je dirais, le Lanaudois, puis un des sculpteurs les plus renommés au Québec. Oui, qui a eu une renommée internationale d'ailleurs, qui a eu son atelier d'artiste, en fait, qu'on a appelé communément la Bergeronne, qui a fait les manchettes aussi parce que la ville en a fait l'acquisition. Donc, c'est pour placer
les gens, c'est une maison, c'est même un domaine, en fait. Domaine, donc, il y a plusieurs bâtiments que Germain sur les Bergeron lieux. utilisait comme atelier Tout à fait. et comme résidence principale. Oui. Et cette maison était en Et peut-être les gens vont se décrépitude, là, souvenir mais, de lui comme étant la personne qui a fait le Don Quichotte là, qu'on avait à l'île des Moulins l'île des jadis. Moulins, Donc ça, généralement, ça aide les gens à se replacer. On en voit un, Mais, je pense, aussi à Joliette, je pense. Tout à fait. devant le Bien, la musée de plupart des Joliette. sculptures sont rendues à Joliette, justement. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Puis Ça, c'est dans la maison de pays, ça? Ça, Ben, c'est pas en fait la maison de pays, dans la maison... la maison Eugène Labelle, qui a changé de nom pour notre 50e anniversaire. Donc, on a 2 de nos expositions qui sont à la maison Eugène Labelle, tandis qu'une autre exposition qu'on anime également est au Collège Saint-Sacrement, qui est OK. l'exposition sur la seigneurie Geneviève-Sophie Raymond Masson. Qui a Donc, érigé son domaine. Et exactement. après ça, Bien, en fait, la portion ancienne du collège le était manoir, son manoir. son manoir, Tout à fait. Donc, il y a l'exposition là aussi. Tandis que celle-là, c'est l'exposition Terrebonne, ses habitants, sa mémoire. Donc, qui rassemble des récits des descendants de familles qui étaient là au recensement de 1921, qui ont OK, été quand même. interviewées. Donc, on peut se déplacer à travers différentes stations thématiques pour écouter leurs témoignages et voir. Est-ce que l'entrée est gratuite? En fait, on a décidé de maintenir la gratuité des expositions. Puis ça, c'est quelque chose qui est cher à nous aussi, étant donné qu'une de nos valeurs, c'est l'appartenance à la communauté. Donc, on s'est rendu compte que même si on avait tenté d'implanter des tarifs très modestes, là, on parlait d'entre 4 et 9 ça représentait quand même un frais Pour certains. pour les visiteurs. Donc, on a décidé de retourner à la gratuité. Et évidemment, c'est grâce aux dons des gens, aux cotisations de nos membres, mais aussi à des commandites qu'on parvient à offrir cette gratuité-là pour les expositions. Donc, évidemment, les gens qui ont envie de nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller sur le site Web ou devenir puis donner. membre. Là. J'ai remarqué aussi que vous aviez une conférence, puis j'ai trouvé intéressante, l'histoire des déchets à Lachenet. Oui, donc avec ça... André Chulac, qui est bien connu dans la région là, pour son engagement. Tout à fait. la Donc, on communauté. a eu la chance de connaître M. Chulac parce qu'Enviro Connexion a été un généreux donateur pour le 50e anniversaire. Puis, en même temps, on a fait un partenariat pour le Cyclopousse. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas une belle activité VIP. Donc, il faut être membre pour assister à cette activité-là, qui va avoir une conférence dans le centre d'interprétation d'Enviro Connexion. À Donc, l'entrée, là, quand on arrive sur le site, à droite, là, il y a exactement, tout dans leur rénové, là. centre Mobius qui a été inauguré là, l'été dernier, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça. Puis André, bien, peu de gens connaissent l'histoire de ce fameux site. Hein? Donc, c'est Oui. intéressant de voir d'où il vient, comment il s'est développé, puis comment maintenant le complexe Enviro Connexion le gère de façon très professionnelle. Oui, ils sont très novateurs. là. Je vois aussi que vous avez des excursions, des visites. Tout à fait. Donc, l'excursion, c'est ce qu'on appelle couramment l'excursion annuelle chez nous. Donc, c'est un moment qui est bien attendu de nos membres, mais c'est aussi ouvert au grand public. L'avantage d'être membre, c'est qu'on a un rabais sur toutes les activités en général, donc ça vaut le coup. Puis là, on cette va année, aller vous à allez Joliette. à Joliette. Exactement. Donc, on va visiter la cathédrale de Joliette. On va également avoir un circuit axé sur le patrimoine dans les rues. Puis, on va visiter le musée d'art de Joliette aussi. Avec Et, l'œuvre de Bergeron. Là. en fait, Bergeron, là, peut-être on la verra à travers, là, mais Bergeron, Madame Coutu aura probablement l'occasion d'en parler parce qu'on a une sculpture de Bergeron dans le métro. Donc, Ah oui, OK, je ne savais pas ça. Oui. OK. Donc, les excursions. Visite théâtrale, pour y avoir assisté, Oui. même à 2 reprises, je dirais, là. Donc, il y a des personnages, hein. Donc, il y a certains bénévoles ou en fait, on a... quasi-bénévoles qui viennent se costumer et qui viennent raconter l'histoire locale. Exactement. Donc, il y a ce qu'on appelle les vendredis découvertes. Donc, il y en aura 4 cette année, là, en juillet et août. Et c'est une visite qu'on a remaniée parce qu'avant, c'était 2 visites séparées. Maintenant, on a fait une nouvelle OK. formule où on commence d'abord par le Collège Saint-Sacrement. Donc, on va dans le manoir de Madame Masson. Et ensuite, on se dirige vers l'église Saint-Louis de France, donc où on visite évidemment l'intérieur de l'église, mais on va également dans le cimetière Ad Sanctos, donc qui est un beau petit trésor caché que beaucoup de gens ignorent. Il n'y en Pour a que les pas gens tant que ça au comprennent, Québec. absentos veut dire Sous le... Exactement. Donc, ce n'est pas une crypte, mais un cimetière. Oui, c'est ça. Il y a une nuance entre les deux, là, Tout à fait. qui anime surtout les historiens, je dirais, là. Probablement, La plupart des c'est- gens diraient que ce serait une crypte, puis Exact, ça serait correct. là. exact. Mais bon, Pour- dans la visite, ils auront l'occasion de voir ces petits détails. C'est quand même, pour l'avoir vécu 2 fois, là, ces visites-là, c'est vraiment
inattendu. Oui. On découvre des choses. Tout à fait, mais c'est les scénettes aussi qui ajoutent vraiment, parce que c'est pas une simple visite guidée dans la mesure où, bon, c'est intéressant, les visites guidées, on en fait dans les rues aussi, on a 2 circuits, mais vraiment, le plus, c'est d'abord les costumes qui sont tout à fait impressionnants, particulièrement celui de Madame Masson, qui est interprété par Caroline Moïse. Donc, la femme a plusieurs chapeaux chez nous. Et il y a son fils, Louis-François Rodrigue Masson, en fait, qui est interprété par Dominique Pelletier également. Donc, ils font un duo quand même depuis plusieurs années. Donc, qui se donne la réplique là, avec brio. Tantôt, ça parlait de circuit dans le Vieux-Terrebonne? Oui, tout à fait. Donc, on a des visites guidées qu'on effectue sur demande. Donc, parce que, bon, jadis, les gens pouvaient venir à la maison d'histoire puis des fois faire une petite visite comme ça à l'improviste. Mais là, on a tellement d'activités maintenant qu'il faut faire une réservation, faire une demande. Tout à fait. Donc, on fait des visites autant pour des groupes scolaires que des corporatifs. Ça peut être des visites d'exposition, comme ça peut être les visites guidées dans les rues du Vieux-Terrebonne. Donc, on demande d'avoir des groupes de 10 personnes et plus. Et au 2e étage, vous avez vraiment des archives assez exceptionnelles. Tout à fait. On en a qui datent très, très longtemps, donc du 18e, 19e siècle. Donc, c'est assez exceptionnel. Ces archives-là, en fait, c'est aussi une de nos missions de les conserver. Donc, autant des archives de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, si je peux dire, que des archives en lien, par exemple, avec Aimé Despatie, qui est un personnage très important dans la communauté. Donc, ces archives-là, maintenant, on a une archiviste qui nous aide à les conserver, à les mettre en valeur aussi, puis à les rendre accessibles autant au grand public qu'aux chercheurs. Est-ce que vous... je sais que ça se faisait un temps, peut-être que ça ne se fait plus, mais est-ce que vous faites des recherches pour des familles ou s'il y a des demandes particulières? Tout à fait. On a des demandes des citoyens, citoyennes. On en a environ une dizaine par année, je vous dirais. Ça, c'est un volet, tandis qu'on a aussi des demandes parfois d'entreprises ou même de la ville de Terrebonne. OK. Parfait. Donc, si les gens veulent en savoir plus pour devenir membre, pour s'inscrire aux activités qui sont à la programmation, ils ont juste à visiter votre site. Tout à fait. Ils peuvent visiter le site Web. Je vous dirais, une des meilleures façons là, de rester à l'affût de ce qu'on a, c'est de s'inscrire à l'infolettre aussi. Donc, on n'est pas trop tannant. Non, la fournée, ça, c'était l'ancien bulletin. Là, on a vraiment une infolette numérique, mais on envoie à peu près une infolette là, par mois. Donc, c'est vraiment un bon moyen. Sinon, les réseaux sociaux, les gens peuvent nous suivre. On est à peu près sur toutes les plateformes. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre visite. C'est très intéressant. J'invite les gens à se déplacer puis à prendre connaissance, de se déplacer à la maison puis à vérifier ce qui se fait dans la maison. Donc, puis pourquoi pas devenir membre de l'organisme. Tout à fait, ça nous aide toujours. Donc, j'espère que cette émission vous a plu, chers auditeurs, et je vous invite à être parmi nous lors de la prochaine édition de Vue d'ici. Merci.